L'invité de la matinale. Bonjour à tous, notre invité ce matin dans la matinale de KTO Radio est Alexandra Borchio-Fontibes. Bonjour, Bonjour. vous êtes sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes. Nous allons faire un point ce matin avec vous sur la protection des mineurs et la pornographie, car ce mardi 17 octobre, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, c'est le nom de la loi, est soumis au vote des députés en première lecture après avoir été adopté par le Sénat fin juin. Parmi les mesures de ce projet de loi figure la protection des mineurs en ligne avec la restriction de l'accès aux sites pornographiques. C'est une mesure qui s'inspire de l'une de vos propositions, racontez-nous. Oui, avec 3 autres collègues sénatrices, donc nous avons été co-rapporteurs d'une mission, en tout cas d'une sorte d'enquête qu'on a souhaité mener, qui a fait grand bruit, qui est celle qui s'intitule d'ailleurs Porno, l'enfer du décor. Notre seul objectif était de s'attaquer à ce sujet tabou et surtout de dénoncer les dérives pornographiques. S'en est suivi évidemment beaucoup de battages médiatiques et puis certaines institutions, organisations qui se sont aussi emparées du sujet. Je sais que l'Académie de médecine ou le Haut Conseil à l'égalité a également souhaité s'emparer de ces travaux et formuler leur propre enquête qui mène aux mêmes conclusions. C'est en effet ces dérives de l'industrie pornographique avec 2 sujets majeurs. L'un qui est l'accès de plus en plus jeune à la pornographie. Donc il y avait toute une question très importante relative à la protection des mineurs, mais aussi celle des femmes qui sont victimes de violences pornographique. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, rappelez-nous, au cours de ce travail que vous avez mené durant plusieurs mois? Alors on a fait en effet 6 mois de travaux, une cinquantaine d'auditions. Je crois que ce qui a été le plus marquant pour nous 4, ça a été d'ailleurs une audition à huis clos, donc qui n'était pas publique, avec des victimes de violences. Elle n'était pas publique parce qu'il y a en ce moment plusieurs procès en cours, et puis aussi pour leur anonymat, donc des femmes qui nous ont livré une à une des témoignages poignants, donc je crois que je me souviendrai toute ma vie, des conditions de tournage, des conditions vraiment cruelles dans lesquelles elles ont été confrontées. Quand on en parle au grand public, en tout cas quand on a démarré cette enquête, je pouvais entendre autour de moi des gens dire mais enfin, elles ont accepté de faire ces tournages, elles ont accepté de plein gré. Il faut savoir qu'il y a des conditions déplorables dans lesquelles elles sont recrutées. La plupart des producteurs ont des techniques et des scénarios bien étudiés pour pouvoir justement surfer sur leur vulnérabilité. La plupart, ce sont des femmes à peine majeures qui ont des conditions notamment économiques et sociales assez faibles et qui ont profité en fait de leur vulnérabilité pour les forcer à évidemment faire des tournages dans lesquels elles ne s'attendaient pas à de telles scènes aussi violentes. Donc je crois que ça a été vraiment l'audition qui nous a le plus marqué. L'autre volet, vous l'avez dit, c'est la protection des mineurs. En 2020, une loi avait interdit aux sites internet de diffuser du contenu aux mineurs. Pourquoi bloquer l'accès des sites pornographiques pour les mineurs semble-t-il si difficile en France et ailleurs d'ailleurs? C'est une question sur laquelle c'est difficile de vous apporter une réponse parce que je me pose la même question et c'est celle que j'ai interrogée, c'est celle d'ailleurs que j'ai posée à plusieurs reprises au gouvernement. Pourquoi est-il si difficile en France de réguler l'accès de ces sites pornographiques alors qu'on voit que d'autres sites, je parle par exemple de Paris en ligne par exemple, arrivent très bien justement à filtrer l'âge de leurs internautes en leur demandant une carte d'identité. Je crois qu'au XXIe siècle et à l'heure où l'intelligence artificielle est en plein développement, je pense que techniquement, c'est assez facile finalement de le mettre en place. Peut-être qu'on peut s'imaginer qu'il y a un lobbying, bien sûr, de l'industrie pornographique, qui est une industrie qui génère des milliards et des milliards de dollars dans le monde entier. En tout cas, je sais que le gouvernement a quand même entendu les conclusions de ce rapport et a fait le choix, et d'ailleurs c'était l'objet aussi de ce projet de loi numérique, d'entendre justement notre rapport et de véritablement vouloir appliquer la loi. Vous venez de le dire, en 2020, il y avait eu un amendement d'une sénatrice Allaire d'ailleurs, qui avait été voté, donc qui interdisait l'accès aux mineurs. Alors, l'amendement n'était pas très détaillé. Un hébergeur, un site internet va vous dire mais oui, mais on pose la question. On demande à l'internaute s'il a plus de 18 ans et il clique. Voilà, la réponse qu'ils vont nous apporter, qu'ils nous ont apporté d'ailleurs lors des auditions. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ce filtre qui n'en est tout sauf un. Donc on demande au gouvernement véritablement, on a vraiment tapé du poing sur la table. On a fait beaucoup d'auditions avec énormément de scientifiques qui ont prouvé les désastres
physiques, sociaux et mentaux que pouvait entraîner la surexposition à de la pornographie pour les plus jeunes. Il faut savoir qu'on consomme de la pornographie à partir de 9-10 ans avant d'avoir une propre représentation sexuelle. Donc les enfants démarrent avec évidemment des images qui prennent pour modèle, pour exemple, qui sont très loin de la vérité. On va Donc parler on des espère conséquences maintenant. dans un instant, mais je voudrais savoir en quoi le dispositif que vous avez proposé, celui qui est en cours, dont on attend la validation par les parlementaires, est-il efficace? Alors nous, on a formulé des recommandations au sein de notre rapport. Notre compétence n'était pas de formuler une présentation, une proposition technique, c'était de demander au gouvernement d'appliquer la loi et de faire appliquer cette loi auprès des producteurs et des propriétaires de sites internet français de diffusion d'images pornographiques. Ils sont en train véritablement, enfin apparemment plutôt, de mettre en place une expérimentation avec un grand site connu, donc avec une reconnaissance avec un double anonymat. Donc je ne suis absolument pas, voilà, je ne connais absolument pas les détails, en tout cas de cette expérimentation, mais le ministre m'a confirmé qu'il y avait une expérimentation qui était en cours. Donc il y a expérimentation, ils vont aller au bout et émettre des conclusions pour voir si le dispositif technique qu'ils ont mis en place, bien sûr, est efficace. Selon le baromètre sur l'éducation de la Fondation des apprentis d'Auteuil publié la semaine dernière, et vous l'évoquiez tout à l'heure, près d'un jeune sur trois a déjà vu des contenus pornographiques avant l'âge de 12 ans, et plus de 60% des garçons et 40% des filles interrogées en regardent au moins une fois tous les 2 ou 3 mois. Pourquoi parle-t-on, d'après vous, Alexandra Borchio-Fontibes, si peu des conséquences pour les jeunes? On en parle justement depuis la publication de notre rapport, puisque on a aussi documenté de manière scientifique notre rapport qui est le fruit d'auditions. Donc on a pu mesurer les conséquences psychologiques que ça avait. Alors pourquoi aussi on consomme autant de pornographie de plus en plus jeune? Le phénomène a une réponse toute simple, c'est que les enfants ont de plus en plus tôt un smartphone entre les mains. Donc ils ont entre les mains la possibilité de tout savoir sur le monde, en tout cas ce qui veut bien être diffusé sur Internet, à commencer par la pornographie. Alors que quand on est enfant ou un jeune adolescent, on se pose des questions sur la sexualité. Moi, à titre personnel, ça ne me pose pas de problème. Je trouve que c'est des questions qui sont normales à cet âge-là, de s'interroger quand on démarre une puberté sur ce genre de questions. Mais d'aller y chercher des réponses, c'est là où ça pose problème parce qu'évidemment, les réponses qui sont publiées dans les contenus pornographiques ne révèlent absolument pas la réalité d'une relation. Donc ils démarrent leur vie affective, sexuelle et toute la représentation qu'ils peuvent en faire avec finalement des images faussées qui peuvent évidemment les perturber, les empêcher d'avoir une relation, imaginant que ces contenus pornographiques sont la norme. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre, au regard des auditions que vous avez pu mener, à ceux qui, d'une certaine manière, de près ou de loin, et pardonnez ma question un peu provocatrice, qui pensent que, Tout à fait. au fond, il est interdit d'interdire, notamment en matière de sexualité? On sait que ça a été une culture prégnante très, très forte en France depuis les années 70. Il est interdit d'interdire. Moi, je pense qu'on ne joue pas avec la santé, qu'elle soit mentale ou autre, d'une personne vulnérable, c'est-à-dire d'un enfant. Et que notre pays et les lois sont là pour protéger justement les enfants et en l'occurrence sur ce sujet qui est la consommation d'images pornographiques. Je crois que ces contenus ne sont pas, enfin je ne crois pas, j'en suis certaine que ces contenus ne sont pas adaptés à des publics jeunes, hein. Quand on a 6 ans, les premiers smartphones arrivent à 6-7 ans, même s'il n'y a pas une ligne téléphonique, ils ont une tablette dans les mains. À 6 ans, on apprend à lire. Je pense qu'on n'est pas encore, justement, on n'est pas encore assez mature pour pouvoir non seulement visionner, mais comprendre ces contenus-là qui sont très violents pour eux. Il faut savoir aussi que dans les images, bon, en ayant fait ce rapport, on a été confronté bien sûr à la vérification de ces contenus. C'est pas ce qu'on peut imaginer. Les contenus sont de plus en plus violents parce que le client, le consommateur demande des contenus, comme on dit, de plus en plus trash, avec des liens qui appellent à l'inceste. Enfin, vous voyez le titre des vidéos aujourd'hui, c'est pas une scène d'amour entre un couple, ça n'existe plus. Ça, c'est des scènes à plusieurs, très violents, qui appellent justement à l'apologie de violence et de l'inceste. Donc, je crois qu'on est là justement pour aborder un sujet tabou, lever un tabou. Ce rapport, il a beaucoup fait parler. On a eu beaucoup de retombées presse, mais c'est un sujet qui a été au sein de discussions de nombreuses personnes.
Je crois que voilà, il fallait en parler. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit que ça a été le moment aussi d'aborder ce sujet au sein de la famille, parce qu'on imagine toujours que ce n'est pas ses enfants qui consomment. Sauf qu'on peut pas. Moi, je suis mère de famille. Mes enfants disposent d'outils numériques qui peuvent leur donner un accès. On n'est pas tout le temps à côté d'eux en train de regarder. Donc, je trouve que c'est aussi bien d'en parler en famille, d'aborder ce sujet, et une fois de plus, d'être curieux d'aller se documenter. C'est presque normal pour un jeune adolescent, mais d'y trouver des réponses. Je pense que la famille a quand même un rôle à jouer d'accompagnement, même si je le redis une fois de plus, je sais bien que le sujet est difficile à aborder, mais je crois qu'aujourd'hui, si on veut protéger ses enfants, on ne peut pas leur mettre une tablette entre les mains et les laisser pendant des heures consulter sans connaître le contenu. J'évoquais le baromètre sur l'éducation de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Ce même baromètre souligne que près de 4 jeunes sur 10 déclarent avoir déjà subi au moins une violence sexiste ou sexuelle de la part d'autres jeunes. Et ce chiffre atteint même 55% chez les jeunes femmes, dont 19% disent avoir subi un viol ou une autre agression sexuelle. Vous voyez un corollaire entre la diffusion de la pornographie auprès des jeunes et les violences sexuelles? Bien entendu, parce que ce sont la plupart du temps la première fois qu'ils sont exposés à des scènes de sexualité. Par conséquent, ils imaginent que c'est la norme. Donc, que ce soit un homme ou une femme, je ne veux pas stigmatiser, mais enfin, on sait que les femmes sont plus victimes que les hommes. Mais en tout cas, quand un garçon va regarder un contenu pornographique violent, il va imaginer que c'est la norme et ça ne va pas le choquer de reproduire la même chose. Donc évidemment que tous ces contenus, en tout cas, ont des conséquences sur le comportement que le jeune va aborder. Et c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème aujourd'hui. Donc on n'en veut absolument pas bannir la pornographie, mais je pense qu'il y a un degré de maturité et un âge minimum certain pour pouvoir faire la différence entre ce qu'on peut imaginer, qui relève peut-être du fantasme, et la réalité de la relation. Donc, pour pas justement que ce soit la norme, on a souhaité, nous, en tant que sénatrice, mais l'ensemble des législateurs de France, réguler. Et il y a quand même eu un consensus. On a traduit ce rapport dans une proposition de résolution qui a été le texte législatif, tout texte confondu, que ce soit proposition de loi, le plus co-signé de la Ve République. C'est bien qu'il y a un consensus transpartisan, donc, et qu'il y a une volonté de vouloir protéger nos mineurs, parce que de près ou de loin, on a bien compris que le sujet il était tabou. Je pense que chaque individu, qu'il soit parent ou pas, a envie de protéger ces mineurs qui sont exposés. On sait que dans notre société, il y a une forme de rejet de la morale aujourd'hui. Et comment expliquer pour Mmh. vous cette forme d'endormissement paradoxal et comment provoquer un réveil? Vous avez ouvert la voie au niveau Mmh. parlementaire, mais c'est aussi, vous le soulignez, la question chez les parents et plus largement de toute la société. Oui, je crois que ce genre de travail législatif qu'on a pu mener avec les retentissements qui en ont découlé ont permis justement en tout cas d'aborder le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, les conséquences des images pornographiques, je citais le Haut Conseil à l'égalité, l'Académie de médecine et d'autres organismes, d'autres enquêtes scientifiques, et la justice maintenant bien sûr, chacun a abordé le sujet. Ça a permis quand même d'installer, de lever un peu le tabou autour de cette thématique. Donc voilà, chacun s'approprie comme il veut ce débat, mais je pense qu'il est rentré à l'intérieur des foyers et que c'est une vraie question qu'il faut aborder en famille, et même si ce n'est pas toujours évident, en tout cas, d'en parler avec les enfants, ce que je peux comprendre, c'est important justement d'en parler aussi au sein de l'école. Parfois, il y a pas toutes les familles qui sont enclins à aborder ces sujets-là, et je pense qu'il ne faut pas laisser un enfant qui est en cours de construction, quand c'est un jeune enfant ou un jeune adolescent, il ne faut pas le laisser seul face à ces interrogations, et en parler par exemple en cours de SVT ou d'instruction civique ou avec leur professeur principal, me paraît être une piste en tout cas intéressante. On le voit quand il y a souvent certains établissements, notamment au collège, qui organisent des réunions sur les violences conjugales, sur les violences sexistes, etc. Il y a toujours des révélations. Donc l'école, sans renier ses valeurs fondamentales et sa priorité, est aussi un endroit de communication dans lequel l'enfant se sent en confiance et peut aussi s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas au sein d'un foyer. Oui, c'est aussi l'importance des séances d'éducation, la vie affective, relationnelle et sexuelle au cours de la Mhm. scolarité, qui sont normalement obligatoires du CP à la terminale. Un tout dernier mot en 30 secondes, Alexandra Borchio-Fontip, pardon, c'est qu'est-ce que vous attendez maintenant du gouvernement une fois que la loi sera votée?
J'attends qu'elle soit votée, elle le sera, mais j'attends surtout qu'elle soit appliquée. Comme on le disait en début de cette interview, il y avait déjà eu un amendement en 2020 qui interdisait au site internet la diffusion. Donc je serai très vigilante, en tout cas en tant que co-rapporteur de ce sujet, de veiller à ce que nos enfants soient mieux éduqués, notamment par l'école sur ces sujets ô combien importants, et que cette loi soit enfin appliquée. On a compris que ce n'était pas une mince affaire, mais en tout cas moi je lâcherai rien au nom de la protection de nos enfants. Merci beaucoup Alexandra Borchio-Fontip d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes, auteur du rapport Porno, l'enfer du décor. Le texte en deuxième lecture sera examiné et voté au Sénat le 8 novembre prochain, alors qu'il est voté en première lecture ce mardi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. L'invité de la matinale.